On imagine souvent la vie royale comme un conte de fées fait de palais éternels et de richesses infinies, mais pour la maison d'Orléans, l'héritage est devenu une malédiction qui a transformé leur demeure secrète en champ de bataille. Derrière les grilles forgées et les allées de tilleuls centenaires se cache une vérité que les descendants de Louis-Philippe préfèrent garder dans l'ombre, une histoire de trahison familiale, de patrimoine, dilapidée et de grandeur assassinée par ceux-là même qui devaient la protéger. Si vous êtes fasciné par les secrets que l'aristocratie française cache derrière ses façades de pierre, alors abonnez-vous maintenant, car ce que vous allez découvrir va changer votre vision de la royauté pour toujours. Imaginez un instant que vous possédiez non pas une maison, mais un empire invisible, des dizaines de châteaux dispersés dans toute la France, des forêts si vastes qu'il faudrait des jours pour les traverser, des collections d'art qui feraient pâlir les musées nationaux, et des coffres remplis de joyaux ayant appartenu aux reines de France. C'était la réalité des Orléans au XIXe siècle. Une famille qui, après la chute de Napoléon et la Restauration, avait accumulé une fortune tellement colossale qu'elle rivalisait avec celle de l'État français lui-même. Mais cette richesse portait en elle une malédiction originelle, car les Orléans ne sont pas n'importe quelle branche royale. Ils sont les descendants directs de Philippe Égalité, ce duc qui vota la mort de son propre cousin. Louis XVI, pendant la Révolution, un régicide qui entacha à jamais le nom de la famille et créa une fracture spirituelle dont ils ne se sont jamais remis. Le sang royal versé par l'un des leurs a laissé une tache indélébile, une culpabilité transmise de génération en génération comme un poison lent qui ronge l'âme et corrompt les intentions. Les Orléans ont toujours été les princes maudits de France, ceux qui ont trahi leur propre sang pour gagner le pouvoir et qui ont fini par tout perdre à cause de cette trahison initiale. Lorsque Louis-Philippe monta sur le trône en 1830 après les Trois Glorieuses, il devint le roi des Français, non plus par droit divin, mais par contrat social. Un monarque bourgeois qui se promenait avec un parapluie et serrait la main des commerçants. Une figure qui incarnait la modernité et qui, au fond des yeux, portait toujours le poids du crime de son père. Son règne dura 18 ans avant que la Révolution de 1848 ne le chasse définitivement du pouvoir, le forçant à l'exil en Angleterre, où il mourut 2 ans plus tard dans une mélancolie profonde, hanté par les fantômes de ses ancêtres et par la certitude que sa lignée ne régnerait plus jamais. Mais avant de partir, Louis-Philippe et ses descendants avaient eu le temps d'accumuler une fortune immobilière et financière absolument gigantesque. Il possédait le domaine de Dreux avec sa chapelle royale néogothique où reposent plus de 70 membres de la famille dans des caveaux de marbre noir. Le château d'Amboise sur les bords de Loire qui avait été restitué à la famille et qui dominait la vallée comme un vaisseau de pierre, ancré dans le temps, le manoir du Cœur Volant près de Rambouillet, une demeure secrète nichée au milieu des bois où la famille se réfugiait loin des regards, et des dizaines d'autres propriétés dispersées en Normandie, en Île-de-France, en Provence. Chaque château était un coffre-fort rempli de trésors, des tapisseries des Gobelins, des meubles estampillés par les plus grands ébénistes du XVIIIe siècle, des tableaux de maître, des services en porcelaine de Sèvres, des bijoux ayant appartenu à Marie-Antoinette et à la duchesse de Berry. Les Orléans étaient devenus les gardiens involontaires d'un patrimoine national que la République elle-même ne pouvait plus se permettre de protéger. Mais cette richesse était aussi un fardeau, car elle attirait la convoitise, la jalousie et surtout la haine entre les membres de la famille eux-mêmes. Au XXe siècle, après les 2 guerres mondiales qui avaient saigné la France et ruiné une grande partie de l'aristocratie, les Orléans se retrouvèrent dans une situation paradoxale. Ils possédaient toujours un empire, mais n'avaient plus les moyens de l'entretenir. Les châteaux coûtaient une fortune en réparation. Les toitures s'effondraient, les murs se lézardaient, les jardins à la française retournaient à l'état sauvage, et les impôts sur les successions devenaient si écrasants que chaque génération devait vendre une partie du patrimoine pour payer les droits de transmission.
C'est dans ce contexte que Henri d'Orléans, comte de Paris et prétendant au trône de France, hérita dans les années 1940 de la quasi-totalité de la fortune familiale. Cet homme grand, austère, au regard froid et au port altier, était convaincu d'être le dernier rempart contre la décadence de sa lignée. Il avait épousé Isabelle d'Orléans-Bragance, une princesse brésilienne d'une beauté glaciale et d'une ambition dévorante, et ensemble ils eurent 11 enfants, une progéniture nombreuse qui aurait dû assurer la pérennité de la dynastie, mais qui devint au contraire le théâtre d'une guerre fratricide. Henri d'Orléans était un homme de contradiction. D'un côté, il voulait restaurer la grandeur de sa maison et se comporter en monarque, même sans couronne. De l'autre, il méprisait profondément ses propres enfants, qu'il jugeait indignes de l'héritage. Il les traitait avec une froideur cruelle, les humiliait publiquement, les excluait des décisions importantes, et finit par prendre la décision la plus radicale et la plus destructrice de l'histoire moderne de la famille. Il décida de tout vendre pour que ses enfants n'héritent de rien. Cette décision n'était pas motivée par la nécessité financière, mais par une volonté délibérée de punir, de détruire, de réduire à néant des siècles d'accumulation patrimoniale par pur dépit et par orgueil blessé. Pour comprendre l'ampleur de cette tragédie, il faut pénétrer dans les lieux eux-mêmes, ces demeures secrètes que les Orléans ont jalousement gardées loin des regards et qui sont devenus les témoins silencieux de leur déchéance. Commençons par le plus sacré et le plus sombre de tous, la chapelle royale de Dreux, un édifice néo-gothique construit au XIXe siècle sur les ruines d'une ancienne collégiale médiévale, perchée sur une colline qui domine la ville de Dreux en Eure-et-Loire. Lorsque vous franchissez les grilles de fer forgé et que vous remontez l'allée pavée bordée de cyprès noirs, une sensation de malaise vous envahit immédiatement. L'air est plus lourd ici, chargé d'humidité et de silence, comme si le temps lui-même avait ralenti. La chapelle se dresse devant vous avec ses flèches élancées, ses arcs boutants, ses gargouilles grimaçantes qui semblent vous observer avec un mépris éternel. Les murs de pierre blanche sont noircis par la pollution et les intempéries, donnant à l'ensemble une apparence de ruine romantique, un décor digne d'un roman gothique anglais. Mais ce n'est pas une ruine, c'est une nécropole vivante, un lieu où les morts règnent encore sur les vivants. Poussez la lourde porte de chêne et pénétrez dans la nef. L'obscurité vous enveloppe instantanément, à peine atténuée par la lumière colorée qui filtre à travers les vitraux représentant les saints patrons de la famille et les scènes de l'histoire royale française. Le sol est recouvert de dalles de marbre noir et blanc disposées en damier, un motif maçonnique qui rappelle les liens secrets de la famille avec les loges aristocratiques du XIXe siècle. Les murs sont ornés de plaques commémoratives en bronze et en marbre, chacune portant le nom d'un prince ou d'une princesse, les dates de naissance et de mort gravées en lettres gothiques, et parfois une épitaphe en latin qui résume une vie entière en quelques mots froids et définitifs. Les vitraux, véritables joyaux de l'art du verre, racontent à eux seuls des siècles d'histoire et de dévotion. Chaque panneau est une explosion de couleurs, le rouge rubis profond des robes des martyrs, le bleu saphir céleste des manteaux de la Vierge, le vert émeraude des paysages bibliques, le jaune or des auréoles des saints. La lumière du matin les embrase d'une lueur mystique, transformant la nef en un kaléidoscope sacré, tandis qu'au crépuscule, les couleurs s'assombrissent, se font plus mélancoliques, projetant des ombres mouvantes sur les murs de pierre. On y voit Saint Louis, figure tutélaire de la monarchie française, le regard tourné vers le ciel, et Sainte Geneviève, protectrice de Paris, veillant sur la ville éternelle. Chaque personnage semble respirer, figé dans une éternité de verre et de lumière, témoin silencieux des drames qui se sont joués sous ses voûtes. Les jours de funérailles, l'atmosphère devenait encore plus solennelle. Les calèches noires tirées par des chevaux caparaçonnés de velours sombre remontaient l'allée. Les prêtres en chasubles dorés psalmodiaient des prières ancestrales, et l'odeur entêtante de l'encens se mêlait à l'humidité séculaire de la pierre, créant un voile mystique
sur la douleur des vivants. C'était un rituel immuable, une procession funèbre qui rappelait à chacun le poids de la lignée et l'inéluctabilité de la mort. Mais le véritable cœur de la chapelle se trouve en dessous, dans la crypte. Descendez l'escalier de pierre en colimaçon. Sentez la température de plusieurs degrés. Respirez cet air confiné, cire froide, la poussière de cire. La crypte est une salle voûtée aux dimensions impressionnantes, soutenue par des colonnes de granit et éclairée par des lampes électriques qui imitent maladroitement les chandelles d'autrefois. Ici reposent plus de 70 membres de la famille d'Orléans, enfermés dans des sarcophages de marbre blanc, noir ou rose, certains ornés de gisants représentant le défunt en tenue d'apparat, d'autres simplement gravés d'une couronne et d'un nom. Louis-Philippe et sa femme Marie-Amélie sont là, côte à côte, leur visage de pierre figé dans une expression de sérénité qui contraste cruellement avec la violence de leur chute. Autour d'eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, toute une dynastie empilée dans ce caveau comme des poupées russes de marbre. Parmi eux, le prince Ferdinand Philippe, duc d'Orléans, mort tragiquement en 1842 dans un accident de calèche, son gisant le représente dans la force de l'âge, une figure héroïque dont la mort prématurée fut un coup terrible pour la famille. Plus loin, la princesse Hélène, duchesse d'Aoste, dont la vie fut marquée par un amour impossible et une destinée romanesque, son tombeau simple et élégant évoque une mélancolie discrète. L'atmosphère est oppressante, presque suffocante, car ce lieu n'est pas seulement un cimetière, c'est un sanctuaire où les vivants viennent se prosterner devant les morts, où le poids de l'héritage écrase toute tentative de liberté ou de modernité. Les Orléans sont prisonniers de leurs ancêtres, condamnés à perpétuer un culte funéraire qui les empêche de vivre pleinement. Chaque année, lors de la messe anniversaire de la mort de Louis-Philippe, les membres de la famille se réunissent ici, vêtus de noir, le visage fermé, les regards fuyants, et assistent à une cérémonie qui ressemble plus à un rituel expiatoire qu'à une célébration. En hiver, le froid s'infiltre jusque dans la crypte, le souffle des visiteurs se condense en petits nuages éphémères, et le moindre pas résonne sur le marbre glacé, amplifiant le sentiment d'isolement et de solitude. Ils savent tous que cette chapelle est le symbole de leur malédiction, le lieu où leur grandeur passée est enterrée et où leur avenir semble scellé dans la pierre froide. Mais la chapelle de Dreux n'est que la partie visible de l'iceberg. À quelques kilomètres de là, perdu au milieu d'une forêt domaniale, se trouve le manoir du Cœur Volant, une demeure secrète que peu de Français connaissent et que la famille là a toujours voulu garder à l'abri des regards indiscrets. Le nom lui-même est énigmatique, le Cœur Volant, comme si ce lieu était le réceptacle des émotions interdites, des passions cachées, des secrets inavouables. Le manoir fut construit au XIXe siècle comme pavillon de chasse pour la famille royale, mais au fil du temps, il devint le refuge préféré d'Henri d'Orléans et de son épouse Isabelle. C'est ici qu'ils passaient leurs étés, loin de Paris, loin des obligations protocolaires, loin des regards de leurs enfants, qu'ils semblaient fuir comme une plaie. Le manoir est une bâtisse de style néo-renaissance, avec des façades de briques rouges et de pierres blanches, des toits d'ardoises pentues percés de lucarnes, des cheminées monumentales qui crachaient autrefois une fumée noire visible à des kilomètres. Les jardins qui l'entourent sont à l'anglaise, avec des pelouses ondulantes, des massifs de rhododendrons et d'hortensias, des allées de gravier qui serpentent entre les arbres centenaires. Dans les années 1950 et 1960, le manoir du Cœur Volant résonnait encore des éclats de rire et des aboiements des chiens lors des grandes chasses à courre. Au petit matin, le son des cors de chasse perçait le brouillard, annonçant le début d'une journée de faste et de tradition. L'odeur de la poudre et des feuilles mouillées emplissait l'air, tandis que les équipages, vêtus de leurs tenues écarlates, s'élançaient à travers les bois. Le soir, le gibier, cerf et sanglier était pendu dans le garde-manger, sa chair encore chaude, avant d'être préparée pour les banquets somptueux qui se tenaient dans la grande salle à manger. Les domestiques, invisibles et efficaces, s'affairaient dans les coulisses,
montant et descendant les escaliers étroits qui menaient à leur petite chambre sous les combles, répondant au tintement des clochettes qui résonnaient dans les cuisines. 1. Système complexe de sonnettes reliant chaque pièce du manoir au quartier du personnel. L'étude d'Henri, un espace austère et imposant, était tapissé de cartes de France, des cartes anciennes cryptes où étaient méticuleusement épinglées toutes les propriétés des Orléans, un empire foncier qui s'étendait sur des milliers d'hectares, un rappel constant de la grandeur passée et de la responsabilité écrasante qui pesait sur ses épaules. Dans le boudoir d'Isabelle, un espace plus intime et féminin, on trouvait une collection de portraits miniatures, des visages d'ancêtres et de proches, figés dans l'ivoire et l'émail, des témoins silencieux de sa propre histoire et de celle de sa lignée. Mais aujourd'hui, tout est à l'abandon. Les volets sont fermés, les façades sont couvertes de lierre. Les jardins sont envahis par les ronces et les orties. Personne ne vit plus ici depuis des décennies. Le papier peint se décolle par endroits, des taches d'humidité zèbrent les plafonds, certaines fenêtres sont brisées, laissant le vent s'engouffrer, et des oiseaux ont fait leur nid dans les cheminées, transformant les conduits en de sombres refuges. Pourtant, si vous vous approchez des fenêtres et que vous collez votre visage contre les carreaux poussiéreux, vous pouvez encore apercevoir l'intérieur figé dans le temps. Le grand salon avec ses boiseries sculptées, ses fauteuils Louis XV recouverts de soie fanée, son lustre de cristal pendant du plafond comme un cadavre de lumière. La salle à manger avec sa table de vin couvert, ses candélabres d'argent ternis, ses portraits d'ancêtres, accrochés au mur qui vous fixent avec des yeux morts. La bibliothèque avec ses milliers de livres reliés en cuir, ses échelles coulissantes, son odeur de papier moisi et de cire d'abeille. Chaque pièce raconte une histoire, chaque objet est chargé de mémoire, mais personne n'est là pour les entendre. Le cœur volant est devenu un mausolée pour les vivants, un lieu hanté non pas par des fantômes, mais par l'absence, par le vide laissé par une famille qui s'est auto-détruite. C'est ici qu'Henri d'Orléans prit la décision de vendre les trésors familiaux. Dans les années 1980 et 1990, alors qu'il était déjà un vieil homme amer et isolé, il organisa une série de ventes aux enchères chez Sotheby's et Christie's, qui firent l'effet d'un tremblement de terre dans le monde de l'art et de l'aristocratie. Des centaines d'objets furent dispersés, des meubles ayant appartenu à Louis XVI, des bijoux de Marie-Antoinette, des tableaux de Vigée le Brun, des tapisseries des Gobelins, des services en porcelaine de Sèvres, des épées d'apparat, des robes de cour brodées de fil d'or. Chaque vente était un déchirement, un morceau de l'âme familiale arraché et vendu au plus offrant. Les salles de vente de Sotheby's à Paris, avec leurs fauteuils de velours rouge et leurs boiseries sombres, devenaient le théâtre de ces drames silencieux. L'estrade de l'huissier, éclairée par des projecteurs discrets, semblait un hôtel où l'on sacrifiait des siècles d'histoire. La tension était palpable. Les murmures des marchands d'art se mêlaient au crépitement des stylos sur les carnets de notes. Parmi les pièces maîtresses, un collier de diamants ayant appartenu à Marie-Antoinette, dont chaque pierre semblait scintiller d'une lumière fantomatique, fut adjugé pour plusieurs millions d'euros, s'envolant vers une collection privée anonyme. Le bureau de Louis XVI, une merveille d'ébénisterie et de marqueterie, fut acquis par un grand musée américain, emportant avec lui un fragment de l'intimité royale. Un service de table en porcelaine de Sèvres pour 48 personnes, chaque assiette peinte à la main de motifs floraux délicats, fut dispersée pièce par pièce, ces fragments éparpillés aux quatre coins du monde, brisant à jamais l'unité de cet ensemble précieux. Les enfants d'Henri, déjà en conflit ouvert avec leur père, assistaient impuissants à cette dilapidation. Certains, assis au fond de la salle, les larmes aux yeux, voyaient s'envoler les souvenirs de leur enfance, les objets qui avaient meublé leur quotidien, transformés en simples numéros de catalogue. Les marchands d'art, eux, prenaient des notes frénétiquement, leurs visages impassibles masquant à peine l'excitation de l'achat. Les journalistes, discrètement, chuchotaient les dernières rumeurs, avides de chaque détail croustillant.
Le moment le plus poignant fut sans doute la vente d'un portrait de jeune princesse Orléans par Vigée Lebrun, une toile délicate où le visage innocent de l'enfant semblait implorer la pitié. Un silence lourd tomba sur la salle. Lorsque l'huissier prononça le dernier prix, le marteau s'abattit avec un bruit sec et le tableau fut adjugé à un acheteur anonyme. C'était comme si une part de l'âme de la famille avait été vendue, un fragment de son histoire arraché et emporté par un inconnu. Ils intentèrent des procès, ils supplièrent, ils menacèrent, mais rien n'y fit. Henri était déterminé à tout vendre, à tout détruire, à réduire l'héritage à néant. Pourquoi une telle haine? Les raisons sont multiples et complexes. D'abord, Henri reprochait à ses enfants de ne pas être à la hauteur de leur nom, de mener des vies trop modernes, trop bourgeoises, trop éloignées de l'idéal monarchique qu'il incarnait. Ensuite, il y avait des conflits politiques. Certains de ses fils avaient pris des positions publiques contraires aux siennes, notamment sur la question de la restauration de la monarchie en France. Enfin, il y avait une dimension psychologique profonde. Henri d'Orléans était un homme profondément malheureux, prisonnier d'un rôle qu'il n'avait jamais vraiment choisi, et il projetait cette souffrance sur ses enfants qu'il voyait comme les bourreaux de sa propre existence. En vendant tout, il ne punissait pas seulement ses héritiers, il se punissait lui-même, il détruisait l'œuvre de sa vie, il effaçait les traces de son passage sur Terre. C'était un suicide patrimonial, un acte de nihilisme aristocratique qui résonnait comme un cri de désespoir. Mais Henri n'était pas le seul responsable de cette tragédie. Son épouse Isabelle jouait également un rôle central dans cette dynamique destructrice. Femme de caractère autoritaire, froide, elle avait toujours eu une relation conflictuelle avec ses enfants, en particulier avec ses fils, qu'elle jugeait faibles et ingrats. Elle soutenait pleinement les décisions et certains disent même qu'elle les encourageait, qu'elle prenait un plaisir pervers à voir ses propres enfants souffrir et se battre pour... Le couple formait une alliance toxique, une forteresse à deux contre le reste du monde. Et cette forteresse était bâtie sur les ruines de l'amour familial. Pendant ce temps, les autres demeures de la famille subissaient le même sort. Le château d'Amboise, ce joyau de la Renaissance française qui avait été restitué aux Orléans au XIXe siècle, fut transformé en fondation pour contourner les lois sur l'héritage. Henri créa la Fondation Saint-Louis, une entité juridique qui lui permettait de garder le contrôle du château tout en le soustrayant à la succession. Ses enfants ne pourraient jamais en hériter directement, ils ne seraient que des gestionnaires temporaires, des gardiens sans pouvoir réel. Le château d'Amboise, avec son architecture Renaissance majestueuse, ses tours imposantes et ses terrasses surplombant la Loire, est un chef-d'œuvre de l'art français. Sa chapelle gothique, où la légende veut que Léonard de Vinci soit inhumé, ajoute une dimension mystique à l'ensemble. Les remparts offrent une vue imprenable sur le fleuve Royal, un panorama qui a vu défiler des siècles d'histoire. Mais pour les Orléans, ce n'était plus qu'un fardeau, une propriété coûteuse à entretenir. Le château devint ainsi une prison dorée, ouverte aux touristes pour générer des revenus, mais vidée de son âme, transformée en musée impersonnel où les guides récitent des textes appris par cœur sans jamais mentionner les drames familiaux, jouent dans les coulisses. Les touristes, armés de leurs smartphones, prenaient des selfies dans les mêmes salles où des siècles de drames familiaux s'étaient déroulés, ignorant les échos des querelles et des chagrins qui imprégnaient encore les murs. Les réunions du conseil d'administration de la Fondation Saint-Louis étaient souvent houleuses. Des arguments passionnés éclataient sur les budgets de restauration, sur le choix des pièces, à ouvrir au public sur la délicate balance entre la préservation historique et la nécessité de générer des revenus. Les membres de la famille, divisés, s'affrontaient sur la vision de l'avenir du château, chacun tirant la couverture à soi, oubliant l'intérêt supérieur du patrimoine. Derrière les clauses, en privé interdits, le temps semblait s'être arrêté. Des meubles poussiéreux, recouverts de draps blancs, attendaient un retour qui ne viendrait jamais. Des photographies personnelles, jaunies par le temps, étaient cachées dans des tiroirs. Des souvenirs intimes d'une vie révolue, des fragments d'une existence royale désormais exposés au regard indifférent des foules.
Si vous visitez Amboise aujourd'hui, vous verrez des salles magnifiquement restaurées, des jardins impeccables, des expositions sur l'histoire de France, mais vous ne sentirez pas la présence des Orléans, vous ne percevrez pas la douleur qui imprègne ces murs. Tout a été aseptisé, neutralisé, rendu acceptable pour le grand public. C'est une mise en scène, une façade, un mensonge architectural. Derrière les cordons de velours rouge et les panneaux explicatifs se cache une vérité beaucoup plus sombre, celle d'une famille qui a sacrifié son patrimoine sur l'autel de ses querelles intestines. Les autres propriétés suivirent le même chemin. Certaines furent vendues à des promoteurs immobiliers qui les transformèrent en hôtels de luxe ou en résidences privées. D'autres furent rachetées par des collectionneurs étrangers, des oligarques russes, des magnats du pétrole, des stars du cinéma américain qui voulaient posséder un morceau de l'histoire de France sans en comprendre vraiment la signification. Chaque vente était une humiliation supplémentaire pour les descendants d'Henri, qui voyaient leur héritage dispersé aux quatre coins du monde, irrécupérable. Mais le pire, en 1999, Henri d'Orléans mourut à l'âge de 90 ans, laissant derrière lui un testament qui fut la dernière gifle infligée à ses enfants. Il avait déshérité la plupart d'entre eux, ne laissant que des miettes à quelques-uns, et avait confié la gestion de ce qui restait du patrimoine à des fondations et des associations sur lesquelles ses descendants n'avaient aucun contrôle. La guerre de succession qui s'ensuivit fut d'une violence inouïe. Les procès se multiplièrent, les avocats s'enrichirent, les journaux se délectèrent de chaque détail sordide. Les frères et sœurs se déchirèrent publiquement, s'accusant mutuellement de cupidité, de trahison, de manipulation. Les scènes de tribunal étaient dignes d'un roman de Zola. Les avocats en robe noire s'affrontaient avec une éloquence féroce. Des piles de documents s'accumulaient sur les tables. Des témoignages accablants étaient prononcés, révélant au grand jour les secrets les plus inavouables de la famille. Un fils, désespéré, tenta de faire déclarer son père mentalement incompétent, tandis qu'une fille, blessée par des années de mépris, dévoila des correspondances intimes et des anecdotes humiliantes lors de ses dépositions. Le cirque médiatique était incessant. Les paparazzis assiégeaient les abords du palais de justice, les gros titres du Figaro et de Paris Match s'arrachaient, et les équipes de télévision campaient devant les portes, avides de la moindre image, du moindre mot. Les juges, confrontés à cette saga royale en pleine République, se trouvaient dans un dilemme délicat. Comment statuer sur un cas impliquant des prétendants au trône dans un pays qui avait guillotiné ses rois? Comment appliquer le droit commun à une famille qui se considérait au-dessus des lois? Certains ne se parlent plus depuis des décennies. Les réunions de famille sont devenues impossibles. Même les enterrements sont des champs de bataille, où les regards se croisent avec haine et où les silences sont plus éloquents que les mots. La malédiction des Orléans avait atteint son paroxysme. Aujourd'hui, que reste-t-il de cet empire? Pas grand-chose. La chapelle de Dreux est toujours là, gardée jalousement par la famille, mais elle est fermée au public la plupart du temps, accessible seulement lors de visites guidées rares et strictement contrôlées. Le manoir du Cœur Volant est à l'abandon, menacé de ruine, et personne ne semble avoir les moyens ou la volonté de le restaurer. Le château d'Amboise appartient à la Fondation Saint-Louis, mais les tensions entre les membres du conseil d'administration, tous issus de la famille, sont telles que chaque décision prend des années à être prise. Les autres propriétés ont été vendues, transformées, dénaturées. Les collections d'art et les trésors familiaux sont dispersés dans des musées, des collections privées, des coffres de banque suisses. Il ne reste plus que des souvenirs, des photographies jaunies, des récits transmis de génération en génération, et une amertume profonde qui empoisonne encore aujourd'hui les relations entre les deux. Mais pourquoi les Orléans tiennent-ils tant à garder ces demeures secrètes, les cacher du regard du public? La réponse est simple, parce que ces lieux sont la preuve vivante de leur échec. Ils sont le témoignage d'une grandeur perdue, d'une richesse dilapidée, d'une famille déchirée par la haine et l'orgueil. Montrer ces demeures au monde, c'est admettre publiquement que les Orléans
ne sont plus les princes qu'ils prétendent être, que leur titre n'est qu'une coquille vide, que leur héritage n'est qu'un champ de ruines. C'est reconnaître que la malédiction qui pèse sur eux depuis le régicide de Philippe Égalité n'a jamais été levée, qu'elle continue de les poursuivre génération après génération, les condamnant à répéter les mêmes erreurs, les mêmes trahisons, les mêmes destructions. Les Orléans sont prisonniers de leur propre histoire, incapables de s'en libérer, incapables de construire un avenir différent. Ils sont condamnés à errer dans les couloirs vides de leur château fantôme, à contempler les portraits de leurs ancêtres avec un mélange de vénération et de ressentiment, à se demander ce qui aurait pu être si seulement ils avaient su s'aimer au lieu de se haïr. Cette histoire est une leçon pour nous tous. Elle nous rappelle que la richesse et le pouvoir ne garantissent ni le bonheur ni la pérennité. Elle nous montre que les blessures familiales, non pas soignées, peuvent se transformer en malédictions qui traversent les... Elle nous enseigne que le patrimoine, qu'il soit matériel ou spirituel, n'a de valeur que s'il est transmis avec amour et respect, et non avec haine. Les demeures secrètes des Orléans ne sont pas seulement des bâtiments de pierre et de bois, ce sont des symboles, des métaphores de ce que nous pouvons devenir lorsque nous laissons l'orgueil et la rancœur guider nos vies. Elles sont des avertissements gravés dans le paysage français, des cicatrices visibles sur le corps de notre histoire collective. La nature même de l'héritage, qu'il soit de sang ou de pierre, est une épée à double tranchant, une bénédiction et une malédiction entrelacées. Les Orléans, comme les Romanov ou les Habsbourg, ces autres dynasties déchues, portent le poids d'un passé glorieux qui les écrase, les empêchant de se réinventer. Est-ce le sang royal lui-même qui porte une tare génétique, une propension à l'autodestruction, ou est-ce purement psychologique, le fardeau d'une attente démesurée, la pression d'un non qui ne pardonne aucune faiblesse? L'ironie suprême réside dans le fait que la République française, celle-là même qui a aboli la monarchie, est aujourd'hui la principale gardienne du patrimoine royal, protégeant et restaurant les châteaux et les trésors que les rois et les princes n'ont pas su ou voulu préserver. Les Orléans, eux, ont bradé leur héritage, laissant à l'État le soin de veiller sur ce qui aurait dû être leur fierté. Et si les Orléans ne veulent pas que nous les voyions, c'est peut-être parce qu'ils savent que nous y verrions le reflet de nos propres faiblesses, de nos propres peurs, de nos propres échecs. Alors la prochaine fois que vous passerez devant une grille fermée, devant un château abandonné, devant une chapelle silencieuse, demandez-vous ce qui se cache derrière. Demandez-vous quelles histoires ces murs pourraient raconter s'ils pouvaient parler. Demandez-vous combien de familles, combien de dynasties, combien de fortunes ont été détruites, non pas par la guerre ou la révolution, mais par la simple incapacité des êtres humains à s'aimer et à se pardonner. Les Orléans ne sont pas une exception, ils sont un exemple, un cas d'école, une tragédie grecque rejouée dans le décor de la France moderne. Et leur malédiction n'est pas seulement la leur, c'est aussi la nôtre, car nous sommes tous les héritiers de cette histoire, nous portons tous en nous une part de cette culpabilité, de cette violence, de cette autodestruction. La seule différence, c'est que nous avons encore le choix de refuser la fate de construire un avenir. Mais pour cela, il faut d'abord avoir le courage de regarder en face les ruines du passé, de reconnaître nos erreurs, de pleurer nos morts et de décider que nous ne laisserons pas la haine avoir le dernier mot. Les demeures secrètes des Orléans resteront peut-être fermées pour toujours, mais leur leçon, elle, doit rester ouverte, accessible, vivante. C'est notre responsabilité de la transmettre, de la raconter, de la garder en mémoire. Car oublier l'histoire, c'est se condamner à la... Et répéter l'histoire des Orléans, ce serait une tragédie de trop. Si cette plongée dans les secrets les plus sombres de l'aristocratie française vous a fasciné, si vous voulez découvrir d'autres histoires oubliées, d'autres malédictions cachées, d'autres vérités que l'on préfère taire, alors laissez un commentaire, partagez cette vidéo et dites-nous quelle famille, quel lieu, quel secret vous aimeriez que nous explorions la prochaine fois. L'histoire n'est jamais ce qu'elle semble être, et nous sommes là pour creuser sous la surface, pour déterrer les cadavres, pour faire parler les pierres.
Merci de nous avoir suivis dans ce voyage au cœur de la déchéance royale, et n'oubliez jamais que derrière chaque façade de grandeur se cache souvent un abîme de souffrance.